Comme quoi, quelle que soit la qualité du matériel de base, Paul W.S. Anderson finit toujours par faire un bon gros nanar. Salut et bienvenue sur Anakaland pour la critique avis à chaud de In the Lost Land, un film de Paul W.S. Anderson, déjà connu pour ses moultes adaptations de jeux vidéo de très grande qualité, tels que Mortal Kombat, Resident Evil ou encore Monster Hunter, qui étaient déjà tous de très gros nanars, et là il s'est carrément lancé dans l'adaptation d'une nouvelle, et de pas n'importe qui, une nouvelle de George R.R. Martin qui s'appelle Dans les contrées perdues, qui a été publiée en 1982, et qui se trouve être une nouvelle plutôt pas mal. Et là, on a une adaptation qui est certes andersonienne, mais qui tient quand même la route, avec évidemment à ses côtés sa femme et aussi actrice principale depuis presque toujours dans quasiment tous ses films, à savoir Milla Jovovich, qui est, comme j'en ai déjà parlé, notamment depuis mon premier visionnage du 5e élément, c'est une actrice que j'apprécie énormément, même si je suis conscient que la plupart de ses films sont quand même très mauvais, voire à peine moyens, mais c'est une actrice que j'adore, je trouve qu'elle a un charisme fou, et elle a fait quelques rares films qui sont pas du tout dans ce style-là, action, grosse bagarre, effets spéciaux qui dégueulassent, qui dégoulinent et compagnie, qui étaient quand même plutôt pas mal, du genre, notamment un qui s'appelait Faces in the Crowd, avec mon super accent anglais, donc des visages dans la foule, qui était l'histoire d'une femme qui perdait la capacité à reconnaître les visages et tout, et qui était pas dégueu, par exemple pour la filmo un peu annexe de Milla Jovovich. On a aussi évidemment Dave Bautista qui est à ses côtés en rôle premier rôle masculin, rôle principal, de même que Milla Jovovich fait du Milla Jovovich, Dave Bautista fait un peu du Dave Bautista, avec en plus ces personnages très caricaturaux, très nanardesques du coup, avec vraiment cette patte à la Anderson où on iconise des trucs qui sont très clichés, comme là ce côté cow-boy du désert, très rebelle, viril, machin. Milla qui toujours est une femme super forte, indépendante, badass, qui n'a pas besoin des hommes pour se défendre et qui se défend toute seule. Ça j'en reparlerai un peu plus tard sur le fond un peu plus du film. Mais voilà, donc Milla Jovovich qui fait du Milla Jovovich, Anderson qui fait du Anderson, et Bautista qui est au milieu et qui s'en sort très bien, même si c'est pas un acteur sur lequel je raffole plus que ça, voilà. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas évidemment de me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous allez le voir ou pas, parce que je pense que clairement il va pas faire beaucoup d'entrées celui-là non plus, et évidemment de liker si la vidéo vous plaît, et de vous abonner évidemment si ce n'est pas encore fait, c'est toujours un grand plaisir, merci d'avance, et c'est parti. Mais sinon quand même, là où le plus gros défaut, enfin voilà, heureusement que le casting tient la route, parce que c'est clairement ça qui porte le film, hein, avec son histoire en filigrane qui était adaptée très librement, mais c'est surtout car techniquement c'est quand même très compliqué. On a beaucoup de fonds verts qui sont souvent très mauvais voire moyens, on a quand même pas mal de plans un peu larges qui essayent, avec malheureusement beaucoup de flares lumineux, beaucoup de poussière, beaucoup de fumée, beaucoup de vent, de tout ça pour faire un peu cache-misère, comme on a pu voir par exemple c'est souvent ce qu'on reproche par exemple à des jeux vidéo et tout, et j'y reviendrai parce que l'analogie aux jeux vidéo sur ce film elle est quand même assez importante, je trouve, assez évidente. Mais voilà, en gros une DA qui pour le coup je trouvais que les idées de décor, d'ambiance, d'univers, de ces différents niveau, parce que oui voilà, en fait c'est là que je voulais en venir, c'est que clairement le film il est construit comme un jeu vidéo, ça pourrait faire une histoire de jeu vidéo. On a même la map avec les différents niveaux, les différents mondes à traverser pour arriver jusqu'au bout, au boss final, avec le bout de la quête et tout, donc c'est très jeu vidéo. Et justement chaque monde, chaque étape de leur voyage est assez intéressant en termes de direction artistique, en termes d'idées de ce qu'ils voulaient retranscrire visuellement, sauf que malheureusement c'est souvent l'exécution qui est pas vraiment à la hauteur. On a beaucoup de fonds verts qui bavent un peu, on a beaucoup notamment de gros plans sur les visages avec justement tous ces flares, la poussière, la lumière qui cache la misère et qui cache le fait que derrière c'est du fond vert, pas super top. On a quelques décors qui sont pas mal, un peu restreints malheureusement, mais qui sont pas mal, les idées sont bonnes, la production design est intéressante, l'univers est cohérent, on a des moments évidemment de super méga badassitude de Alice, donc Milla Jovovich, comme d'hab, hein, on est du niveau de Resident Evil 3 avec Alice qui a des super pouvoirs. On n'est pas quand même pas sur Afterlife dans laquelle là c'est carrément de l'ego trip plus, mais on est plus sur du Resident Evil 3 où elle est hyper cheatée et tout ça, donc et les effets spéciaux là bizarrement passent un peu, même si encore une fois c'est pas parfait, mais voilà,
Mais ça, après, ça change pas. Mila Jovovich et Paul W.S. Anderson, à chaque fois, il a besoin d'iconiser sa femme. Je pense que c'est peut-être comme ça qu'il lui montre à quel point il l'aime. Pourquoi pas, hein, c'est une belle preuve d'amour. Mais ça reste un peu forcé des fois. Surtout que là, clairement, elle a pas le charisme qu'on a pu lui voir, même dans Monster Hunter, qui est un film que j'aime pas vraiment. Le personnage, même s'il est incohérent pour le coup dans Monster Hunter et beaucoup moins dans In the Lost Land, dans Monster Hunter, je trouvais qu'elle était quand même un peu plus appréciable et tout. Et d'ailleurs, il y a même eu un changement au niveau de la VF, ou alors elle était enrouée, je sais pas, j'ai pas vérifié, mais au niveau du cast, mais pour moi, il y a eu un changement au niveau de la VF. Confirmez-moi ça en commentaire si jamais j'ai raison ou pas. Mais donc voilà, une Mila un peu en demi-teinte, pas au niveau, après elle vieillit aussi malheureusement, donc elle pourra pas rester la Mila qu'on aime et qu'on adore jusque pour toujours quoi. Sinon, toujours au niveau visuel, en dehors des effets spéciaux et tout, on a encore une fois un choix artistique qui a été fait d'avoir une ambiance très désaturée, tout ça, donc c'est très vu et revu, surtout dans ce genre d'ambiance post-apo, désertique, presque steampunk, mais pas tout à fait, puisqu'on a du côté cowboy et tout. On a même, moi j'ai vraiment vu ça comme une référence à Mad Max avec l'histoire du train, les flammes, tout ça. Donc c'est pas forcément le choix que j'aurais fait parce que c'est très fade à nouveau, comme d'habitude. À part justement, on a quelques couleurs qui ressortent, comme le doré de la reine ou le rouge de la prêtresse complètement cinglée. On a quelques couleurs comme ça qui ressortent, mais c'est pas ça suffit pas à en faire, je trouve, un film vraiment beau. Déjà que les effets spéciaux sont pas super, loin de là. C'est un peu dommage. L'univers est cohérent. Justement, c'est ça qui porte un peu le film, parce que certes, il a beau être assez mauvais, hein, clairement, c'est loin d'être le meilleur ni le pire non plus de Paul W.S. Anderson, mais voilà. Sauf que c'est porté par une sincérité, d'où le côté nanar que je parle depuis le début, puisqu'on a vraiment cette sincérité, c'est une honnêteté. Il a créé son univers, enfin, il s'est réapproprié l'univers créé par George R.R. Martin et il en a fait quelque chose de cohérent dans lequel il est vraiment allé à fond. Il admet, il accepte les contraintes et il y a quelques petites incohérences au niveau de l'écriture, mais ça passe en vrai. Et donc voilà, vraiment un univers honnête, une histoire honnête, un film qui cherche pas à faire des chichis, qui même évite un peu trop de s'attarder sur certaines thématiques. C'est un peu dommage par rapport à la nouvelle qui pour le coup avait quand même vachement plus de profondeur et de poids en termes de messages, de symbolique et tout ça. Mais voilà, un film de somme toute intéressant, qui nous raconte donc l'histoire de Alice la Grise, donc encore une Alice, au moins c'était facile par rapport à Mila Jovovich, par rapport à Resident Evil. Donc Alice la Grise qui est une sorcière dans un monde déjà, le monde, on est dans un monde post-apo, de fantasy, de fantastique même je dirais, puisqu'on est bien plus tard après une apocalypse dans notre monde. Le monde a été dévasté, beaucoup de temps a passé et des créatures, des pouvoirs, des sortes de choses fantastiques sont apparues. On a des créatures presque zombies monstres, on a une histoire de loup-garou plus ou moins, et donc Alice la Grise qui est une sorcière. On est dans ce monde avec une seule ville apparemment qui aurait survécu, qui est dirigée par un roi en carton, qui est marié à une reine qui veut tout faire pour s'arroger le pouvoir, évidemment. Donc on aura quelques petites histoires de complot, avec notamment la seconde entité toute puissante dans cette cité totalitaire, qui est l'église, évidemment. Après ça se justifie totalement, parce qu'un monde dévasté, forcément, les gens vont forcément revenir à une forme de croyance, qui évidemment prendra le pouvoir comme à l'époque. Donc jusque là c'est cohérent, même si encore une fois on est dans le côté très nanar, très un peu kitsch même des fois dans les costumes, tout ça, même s'il y a des ambiances et des petites mises en scène qui sont vraiment très jolies. Je pense notamment à une séquence où la reine elle est sur son trône tout noir avec sa robe et sa traîne blanche et les gardes autour qui sont tout en noir, tout ça. Donc il y a quelques petites tentatives en termes graphiques, visuels qui marchent plutôt pas mal, donc pourquoi pas. Et donc au milieu de tous ces complots en carton politiques qui malheureusement je pense aurait dû être un peu plus travaillés, mais du coup sont assez anecdotiques plus ou moins dans le film. Et donc on a Alice la Grise qui, le film commence, elle va être exécutée par cette église avec une espèce de fanatique complètement folle habillée en rouge qui va l'exécuter, sauf qu'elle fait ses trucs de sorcellerie un peu style genjutsu, donc illusion, c'est beaucoup à base d'illusion, de manipulation mentale et tous ses pouvoirs entre guillemets, et elle réussit à s'en sortir de manière trop badass parce que c'est Mila Jovovich et que voilà. Et juste avec ça, d'un coup elle se fait une légende de tous les ouvriers là, tous les esclaves entre guillemets
commence à murmurer son nom, elle devient un symbole, on sait pas trop, juste parce qu'elle s'est rebellée au final contre le pouvoir, mais voilà. Et tout ça va mener à terme à une quête pour justement cette reine et d'autres personnages où Alice va devoir s'associer avec le personnage de Dave Bautista et ils vont partir dans une espèce de quête dans ce monde complètement dévasté. Voilà. Et donc, juste avant d'attaquer les spoilers, dans cette histoire qui se tient sans être non plus exceptionnelle, encore une fois, l'adaptation est très vite passée parce qu'on a voulu rajouter quelques moments badass et quelques moments un peu épiques et tout. Donc, malheureusement, ça rogne un peu sur le rythme et l'écriture, même si le rythme est très cohérent, hein, ça reste un très bon divertissement. La Paul W.S. Anderson, on s'ennuie jamais vraiment. On a des personnages qui sont plutôt bien caractérisés et tout, et l'histoire tient la route, même si... En vrai, vous verrez dans la partie spoiler, pas forcément. Un peu tout l'enjeu était un peu... Voilà, mais bon. Donc voilà, dans tous les cas, si vous avez aimé les autres films de Paul W.S. Anderson et que vous aimez bien Mila Jovovich, que vous aimez bien les blockbusters un peu dans lesquels Bautista a joué et tout ça, franchement vous pouvez y aller. Après clairement le film s'adresse à un public de niche presque, j'ai envie de dire, parce que là dans la salle notamment j'étais déjà le plus jeune, ce qui était assez inquiétant. Je pense que la moyenne d'âge elle devait être bien au-dessus de 50 ans facile, et il y avait que des mecs. On n'était pas très nombreux déjà, donc le film sera pas forcément le succès de l'année, hein, on s'en doute, mais c'était que des hommes, donc à moins que ce soit vraiment la séance dans laquelle je suis tombé où il y avait que des hommes. Mais clairement de toute façon on le sait, ce genre de film ça s'adresse surtout à des hommes, et là apparemment ça s'adresse même à des hommes on va dire d'un certain âge plus mature que moi, puisque comme je vous l'ai dit j'étais vraiment le plus jeune. Mais franchement si vous aimez bien ce genre de film, laissez-vous tenter, vous allez passer 1h30 je pense, 1h40, un truc comme ça, sympatoche. Même si des fois oui ça pique un petit peu les yeux, et que encore une fois l'écriture, on n'est pas sur du Shakespeare, on n'est pas sur du chef-d'œuvre, on n'est pas sur du George R.R. Martin malheureusement, mais voilà, un film qui vaut le coup. C'est pas un chef-d'œuvre loin de là, mais qui vaut le coup. Et donc j'attaque vite fait à présent sur la partie spoiler, puisque comme je vous disais, le personnage de Dave Bautista et toute la quête au final n'a pas forcément de sens entre guillemets, malgré un tout petit détail, puisqu'en fait il se trouve que c'est lui le loup-garou qu'elle doit dépecer, tuer machin pour sa quête par rapport à la reine. J'y reviens juste après aussi sur celle-là. Et il se trouve qu'à la fin ils sont allés jusque là-bas pour trouver la créature, sauf que c'est lui la créature. Mais bon, c'était le côté je veux le piéger pour pas qu'il sache jusqu'au dernier moment que c'est moi. Bref, ok, sauf qu'ils auraient très bien pu faire ça dans une cave. Elle aurait pu l'enfermer, l'attacher pendant 3 jours et le laisser croupir jusqu'à arriver à ça, ou que sais-je. Enfin bref, voilà. Et donc, puisqu'en fait tout ceci vient du fait que la reine veut obtenir des pouvoirs de métamorphe, de loup-garou, pour au final, plot twist de la mort, c'est parce qu'en fait elle voulait être avec son mec, ça on nous l'avait dit dès le début, à savoir Dave, enfin le Boys, le personnage donc de Dave Bautista. Et je trouve qu'à ce niveau-là, c'était vraiment un peu bancal, parce qu'en fait, quand le film il était presque fini, j'étais en train de me dire mais tout ça pour ça en fait, parce que encore une fois, elle aurait rien fait, on n'aurait pas été loin du même résultat. Donc un peu bancal, même si leur quête au final a justifié une chose, à savoir que avec l'histoire du train, tout le monde est mort, donc l'armée de l'église du coup a été bien amoindrie parce que ils sont tous canés dans l'histoire du train. J'ai l'impression de répéter par rapport à la vidéo d'avant-hier sur Mickey 17, mais c'est un peu ça en fait, les personnages principaux et leur quête entre guillemets, ou en tout cas leur intrigue centrale, elle a pas forcément plus d'intérêt que ça pour l'univers au global et pour les événements on va dire macroscopiques qui se passent autour de leur quête, quoi. Donc c'est un peu dommage, surtout qu'au final, à part comme je disais bousiller la moitié de l'armée de l'église, voire plus, avec l'histoire du train qui était presque une évidence dès qu'on voit qu'ils arrivent dans le tunnel avec le pont. Pareil, pourquoi elle a besoin d'aller courir jusqu'au bout alors qu'il suffisait à la sortie du tunnel de juste se mettre à droite ou à gauche et elle avait la place de se cacher le temps que le train... mais bon, peut-être qu'ils auraient freiné, je sais pas. Bref, c'est pas ça le plus important. Mais en dehors de ça, ils ont fait mourir la moitié des gens qui les ont aidés, donc pas cool, ou qui allaient les aider. Bah, ça permet après évidemment d'humaniser un peu les personnages, surtout le personnage masculin du coup, Boys, qui s'en fait du coup pour la femme avec qui il a une relation et tout.
tout, machin. Donc ça a à peu près du sens, même si il leur faut, encore une fois, 5 jours pour aller, ou 6 jours pour aller dans un sens, mais une demi-journée, une demi-nuit même pas pour revenir. Donc, encore une fois, cohérence quand on veut, et quand on veut pas, on fait avec. Là où vraiment je trouve que c'est un peu dommage, surtout au niveau du poids et de l'impact, comme je disais, avec les symboliques et tout, et au niveau de l'écriture, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du personnage de la reine, qui pour le coup m'a fait une fausse frayeur assez vite dans le film. Personnage insupportable, hein, elle est détestable à souhait, une gamine capricieuse qui se croit tout permis et qui se croit digne de tout et qu'elle mérite tout et que voilà, enfin bref, insupportable. Qui dès le début du film, elle nous sort un truc du genre bon, elle est mariée à un roi qui est en train de crever, elle le déteste, elle le traite de sale porc et tout, et justement elle dit tous les hommes sont des porcs, nanani nanana. Et là ça y est, je me suis dit allez, c'est parti. Bienvenue en 2020 et quelques, c'est parti. Même Anderson est tombé là-dedans, alors que pourtant c'est pas le premier à se jeter dans ce genre d'idéologie et tout. Et en fait non, parce que très vite juste après, elle nous dit que tous les hommes sont des porcs, sauf un. Et l'ironie, c'est que le 1, qui n'en est pas un, justement, c'est son chéri d'amour, à savoir Boys, donc interprété par Dave Bautista, qui, pour le coup, il correspond quand même un petit peu à l'image que qu'on se fait du méchant patriarcat. Surtout que là, c'est un gars qui déboîte des bouches par paquet de 12, il tue tout le monde. Il a la méga classe, il doit bien sentir la transpi, il est tout crado, voilà. Mais lui, c'est du coup l'homme parfait qui n'est pas un porc. Ok, pourquoi pas, j'accepte l'argument, pourquoi pas. Surtout que juste après, quand Alice discute avec Boyce, ils ont un peu la même conversation. C'est donc Boyce lui-même qui est un homme qui explique que tous les hommes sont des bêtes. Super, encore une fois, j'étais là, bon, décidément, ils savent pas trop où se mettre, donc ils envoient un peu des deux côtés. Et là, pareil, Mila lui répond, oui, mais tous ne sont pas des monstres, oh là là. Donc, on est un peu sur du not all men à ce niveau-là, donc pourquoi pas, hein, parce que c'est quand même, ça fait quand même du bien des fois de pas toujours être le grand méchant. Surtout que, autre twist, qui n'en est pas un vrai, hein, mais que presque ça devient presque un mème de plus en plus dans les fictions. On sait qui est le gentil, qui est le méchant par rapport à certains éléments physiques. Je sais pas si vous avez la ref, mais c'est assez frustrant souvent. Et bien là justement non, c'est tout l'inverse. Les blancs sont les gentils et les racisés, décidément ce mot je le déteste, et les racisés sont les méchants. Donc on se croirait presque dans les années 90, c'est un scandale. C'est pas normal, il faut boycotter ce film, donc n'allez pas le voir. Bref, je plaisante évidemment, au contraire ça change, on n'est pas sur du truc ultra manichéen idéologique, on est juste sur un film qui est écrit comme ça, surtout qu'on voit que cette ville, beaucoup malheureusement des esclaves, mais elle est fortement peuplée de personnes racisées, donc il n'y a aucun souci, on est sur un peuple melting pot, on est dans le futur de notre monde, donc forcément les populations ont été mélangées, donc il y a forcément des gens un peu de toutes les ethnies qui ont survécu, il se trouve dans ce continent qui a l'air d'être les États-Unis, l'Amérique du Nord, dans laquelle cette ville a été fondée, donc c'est absolument logique que ça se passe comme ça, sauf qu'il y a quand même ce plot de c'est pas eux les gentils, donc c'était assez marrant à ce niveau-là, j'ai pas pu m'empêcher de faire la réflexion. Voilà. Et sinon après, évidemment, tout ceci nous amène au véritable final du film, à savoir pas le fait que les deux ils partent en amoureux, là, ça c'est un peu bidon, même si voilà, pourquoi pas. C'est plus le côté révolution qu'on nous teasait évidemment depuis le début, depuis l'exécution avortée du personnage d'Alice. Du coup ça marche bien, pourquoi pas. Bon après juste elle revient, donc ça y est, elle est là, elle est de retour, donc on peut faire la révolution. Qu'est-ce que ça change? Surtout qu'elle ne fait absolument rien, elle va juste mettre le seum à la reine en lui disant au final pour réaliser ton vœu, j'ai dû buter ton mec, sauf que tu voulais ce vœu pour être avec ton mec, donc voilà, ce qui fait qu'elle porte pas la peau, que la peau se désintègre et que il est ressuscité à la fin. Décidément, la magie est parfois très puissante dans cet univers, donc pourquoi pas, encore une fois, c'est l'univers qui se veut d'être comme ça, mais j'ai trouvé ça quand même très facile, le coup du non mais en vérité je le savais depuis le début, et faire ci allait impliquer ça, et faire ça allait impliquer ci, avec les histoires des vœux des différentes personnes et tout machin, parce qu'au final elle a réalisé le vœu de tout le monde, mais personne n'a eu ce qu'il voulait à part elle, donc voilà, on est vraiment sur la métaphore des vœux exaucés et de leur prix et des conséquences de voir ces vœux exaucés, donc ça c'est pas un truc nouveau non plus, on a même dans The Witcher une nouvelle qui est carrément consacrée à ça, donc rien de nouveau sous
soleil. Après, bon, la nouvelle de George R.R. Martin date elle aussi, donc c'était un sujet qui était peut-être plus en vogue à l'époque et tout, mais pourquoi pas, le sujet est très intéressant. On a vraiment ce côté, quel est le prix en fait du pouvoir et de cette volonté de pouvoir, et des vœux, même les plus minimes, amènent forcément des conséquences qui sont pas forcément celles désirées. Donc pourquoi pas à ce niveau-là, même si le film survole vraiment très rapidement ce truc-là, avec son histoire de « mais je le savais depuis le début parce que j'avais eu une vision, mais que on vous avait pas montré les 10 dernières secondes de la vision ». Ok, d'accord. Pourquoi pas, mais du coup ça enlève un peu quand même de l'enjeu. Et puis si elle était revenue en mode vénère, en mode regardez ce que votre vœu a existé, j'en sais rien, elle aurait pu lui faire la morale, elle aurait pu faire un truc qui aurait déclenché justement cette révolte ou quoi, alors que là vraiment c'est juste elle revient, elle existe, elle est encore là, allez on fait la révolte, voilà. Ok, donc en fait, elle serait pas partie, elle aurait pris 3-4 jours de vacances chez elle, elle serait revenue, machin, ça aurait rien changé, la révolte aurait eu lieu, juste la reine aurait pas... Enfin voilà, ça aurait changé des micro-détails, mais c'est tout quoi. Donc voilà, sauf que elle, du coup, à la fin, elle récupère le mec, elle a toujours ses pouvoirs, et elle est une héroïne encensée, presque une déesse sorcière maléfique, mais gentille dans la ville, et ils s'en vont sous le soleil couchant dans le désert, donc voilà. Est-ce que vraiment un final aussi bateau était nécessaire? Je pense pas. Après on est sur encore une fois du Paul Anderson, donc il a quand même tendance à très simplifier ses films pour justement son public. Voilà, on est sur du film réellement divertissement sur lequel il faut poser son cerveau, mais dans le bon sens du terme, où c'est juste un univers qu'on nous présente et dans lequel il y va à fond. Il y a pas de, on n'essaye pas de nous gaver avec des trucs qui fonctionnent pas forcément, de manière un peu hypocrite ou un peu de mauvaise foi. Donc rien que ça fait plaisir. On est au moins sur du blockbuster entre guillemets honnête, entier, avec une volonté, il est allé au bout de son idée, et voilà. Même si, encore une fois, on est sur une nouvelle quand même de George R.R. Martin, et on reconnaît pas trop la plume de George R.R. Martin. Voilà. Mais ça reste un film sympatoche. Après, clairement, si vous n'avez pas l'occasion de le voir au cinéma, vous ne manquerez rien, vous le verrez en VOD, et voilà. Donc voilà, je pense avoir fait rapidement le tour de tout ce que ce film m'a inspiré. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, un petit like, ça fait toujours très plaisir, et un abonnement si c'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film, et plus au global si vous voulez de Milla Jovovich, Paul Anderson et compagnie. Encore merci, et sur ce je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.